depuis 10 ans, nous avons fait le constat de ce qui a réussi, de ce qui a échoué. Et de ce constat, nous avons décidé de fonder ce mouvement citoyen qui s'appelle la France Insoumise. Mouvement qui s'émancipe des cartels des partis et qui prône une véritable prise de décision par les citoyens en ayant une tentative de pouvoir transversale et non pyramidale comme on a pu le connaître. C'est ce qui fait la différence entre les partis et un mouvement. Une partie des problèmes des Ariégeoises et des Ariégeois se traiteront à l'Assemblée nationale. Donc, ce que nous souhaitons développer, c'est la scolarité des plus jeunes, avec l'accès à l'école dès 3 ans et fin de la scolarité à 18 ans. Vous avez soulevé un problème hyper intéressant, c'est que l'éolienne, c'est effectivement une énergie renouvelable. Mais derrière, quand on file ça effectivement aux capitalistes, ce qu'ils font, eux, ils ne regardent pas le besoin. Ils disent ça va nous rapporter combien. Alors est-ce qu'il en faut? En fait, vous, votre besoin, imaginons, c'est 6 éoliennes. Eux, ils vont dire non, on va en mettre 23. C'est ce qui s'est passé à Gudas, de l'autre côté de la circonscription, vers Mirepoix. Et donc, ils ont réussi à faire de quelque chose de positif, quelque chose d'absolument négatif. Et donc, forcément rejeté par la population. Par les gens. Forcément. Et ce que vous venez de proposer là, c'est exactement ce qu'on propose dans la France Insoumise, c'est que les citoyens s'approprient des champs qui les concernent absolument, comme l'éducation, la santé et l'énergie. Et puis surtout, je sais pas, il faut enlever les freins qu'on a dans la tête, quoi. Parce que exactement, vous avez raison. Tout le monde ici a levé des boucliers en disant non, l'éolien, parc industriel, c'est de la merde. Mais eux, ils se sont dit non, ça c'est un truc qui vient de là-haut, je sais pas quoi, on est contre. Voilà. Mais alors, on est pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'on fait nous ici, quoi, voilà. Et comment on change les choses sur notre pays? Parce que tout le monde est pour avoir de l'énergie, allumer sa lumière, brancher son mixeur. Donc tous les candidats de la France Insoumise sont là, pas pour faire un métier de la politique, mais pour amener quelque chose à cette politique justement. Et la France Insoumise a été construite comme ça. Le programme, il a été construit comme ça. Le programme, il est issu de ce que nous avions travaillé en 2012, qui s'appelait l'humain d'abord. Il est issu d'une réflexion de 40 000 retours, qui ont été triés, analysés. Tout. Ce qui est dit là, c'est pas 5 personnes qui l'ont trouvé dans un bureau sur le coin d'une table. L'État prend en charge le salaire des enseignants, mais tout le reste est à la charge des communes. Tout ce qui est mur, isolation, entretien des bâtiments, ça incombe à la mairie en question. Et ça, ce sont souvent des charges qui sont énormes, notamment dans le rural. Ce sont des charges qui sont très lourdes. Et là, on va avoir encore à nouveau des écarts qui sont complètement incroyables. On peut le voir, ne serait-ce qu'ici en Ariège, où on a des écoles qui sont absolument magnifiques. Je pense notamment dans la vallée de la Lèze ou vers Tarascon. Et puis des petites écoles rurales qui parfois feraient bien dans les choristes numéro 2. Eh bien, votre rémunération, nous indiquons que pour vous, comme pour les artisans et comme pour les commerçants, qui, s'ils le souhaitent, pourront sortir du RSI, c'est de vous ramener dans le système de rémunération nationale, avec du travail, le système de rémunération nationale du travail, avec un salaire et des cotisations. Alors vous ne serez pas tous fonctionnaires, vous aurez effectivement votre chiffre d'affaires, au lieu de passer par des cotisations MSA, où vous commencez par être banquier de la MSA, puis vous travaillez. Là, vous aurez effectivement des cotisations qui seront comme les salariés de toute société, qui tomberont par mois. Nous voulons voter les lois qui permettront l'installation de jeunes agriculteurs. Cela permettra le développement de circuits courts et la mise en œuvre d'une agriculture biologique et paysanne. Cette agriculture permettra d'alimenter les restaurations collectives, qu'elles soient scolaires ou autres. Mais en fait, on y met tout dans le code de travail. Si on dit obligation des chaussures de sécurité, ce sera dans le code du travail. Par contre, le truc, voilà, tous les additifs, le truc le plus important, c'est effectivement la convention collective. Et c'est ça qu'ils veulent casser. Et ce qu'il faut protéger, et la convention collective, elle, c'est ça. C'est gros, c'est épais comme ça. Et c'est ça qu'il faut protéger, parce que c'est ça qu'ils veulent casser. Parce que, comme il l'a dit, c'est diviser pour mieux régner. J'ai eu connaissance des résultats hier soir par Madame la Préfète qui m'a annoncé, à 85% à peu près des résultats, que nous avions une avance assez conséquente qui ne pouvait être rattrapée.
On a soufflé et on s'est remis tout de suite au travail, de manière à être d'attaque ce matin, pour la dernière semaine. Et au vu des résultats nationaux, l'écart qu'il y a entre nous et la candidate de En Marche n'est pas si conséquent que ça. La suite à donner, c'est que toutes les forces de progrès, les forces humanistes, se rassemblent derrière ma candidature. Et puis tous les humanistes qui ont pour objectif de contrer la casse du droit de travail notamment qui s'annonce. La dérive autoritaire de ce gouvernement qui veut gouverner par ordonnance et qui veut installer un état d'urgence permanent, et puis la pseudo-moralisation de la vie publique avec les affaires qu'on connaît, Sarnez, Modem, Bayrou, Ferrand et autres. Je pense que M. Macron aura suffisamment de députés. L'Ariège a la possibilité d'envoyer 2 députés d'opposition, mais de réelle opposition à l'Assemblée nationale. Alors s'il vous plaît, soyez libres et envoyez-nous à l'Assemblée nationale, parce que sinon, eh bien, vous donnez un chèque en blanc à M. Macron et avec tout ce qui en découle. Les gens, on commence à fatiguer. Et ceux-là, là, je voudrais que, on vous en a dit un mot, ils sont les candidats. Je veux que vous sachiez que quand on décide d'être candidat pour la France insoumise, on sait très bien qu'on va surtout prendre des coups. Et je veux vraiment vous dire, c'est des courageuses et c'est des courageux. Ça fait des mois que ça dure pour eux. Vraiment, ils ont gagné leur galon. On a fait deux. Voilà, l'Ariège terre insoumise. On vous l'avait dit, c'est fait. 2 insoumis députés de l'Ariège, c'est ce que l'on souhaitait et c'est ce que l'on obtient. Donc forcément, c'est une très belle surprise. On avait quand même beaucoup de voix de retard. On a fait une deuxième tour de campagne assez efficace en allant rencontrer beaucoup les gens, mais c'est vrai que je ne savais pas trop. Et puis là, les résultats sont serrés quand même à une centaine de voix près. Donc, mais bon, voilà, j'espère qu'on fera du bon travail et puis c'est une bonne chose pour l'Ariège, je pense. L'argument principal, c'était surtout de dire qu'il y avait déjà beaucoup de députés macronistes, on va dire, à l'Assemblée et que par conséquent, une opposition, quelle qu'elle soit, serait éventuellement profitable aussi pour la démocratie. Donc ça, c'était l'argument, mais après... on a continué notre campagne comme on l'avait fait pour le premier tour. Si les citoyennes et citoyens se révoltent entre guillemets par rapport au projet de loi proposé, les soutenir aussi et être leur porte-parole. Voilà, pour une gauche efficace. J'avais dit que l'Ariège était une terre de gauche. Grande émotion. Pour nous, pour Bénédicte sur la première, on fait un grand chelem 2 sur 2. Voilà, l'intelligence collective, on le dit dans la France insoumise, on croit en l'intelligence collective, il faut continuer, bravo les Ariégeoises, bravo les Ariégeois, c'est ça quoi. Ben ici, c'est la terre des libertés, quoi. C'est la terre de la guerre des demoiselles, des guerrieros espagnols, des maquisards. Voilà, c'est la grande terre des libertés. Et aujourd'hui, on vient de montrer, voilà, à la France entière que, voilà, nous on a 2 circonscriptions, on a 2 France insoumises. On arrive pour représenter la voix du peuple. Et donc, ça veut dire que lorsque toutes les lois liberticides et les lois concernant la casse du droit du travail vont être exposées, je vous promets des milliers d'amendements pour que les nôtres aient le temps de s'organiser dans la rue et on les rejoindra. Aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, Michel Larive, le nouveau député de l'Ariège, vit son baptême du feu médiatique. Ça nous fait tout drôle. Il ne faut pas que je perde mon huissier. Voilà, il est là. Donc voilà, on va continuer. Et à tout de suite, ça va être difficile. Je pense qu'on nous a dit d'aller à droite et Jean-Luc va à gauche. Bon, comme d'hab, mais bon. Je vous laisse le suivre alors, hein ? Ouais. Ancien formateur, cet Ariégeois de 51 ans, passionné de théâtre, découvre l'Assemblée nationale, des premiers pas, ému. Oui, c'est impressionnant. C'est très impressionnant parce que c'est l'histoire là qui nous rappelle à nos devoirs. Voilà, on sait, derrière je vois le nombre de personnages qui a pu s'asseoir sur ces bancs. Voilà, on doit être digne de cette histoire. C'est l'image symbolique du jour, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale. Il y avait de la droite, c'est ça qui m'inquiétait. 2000 voix en une semaine. 50,3, 50,56. Et toi ? 50,2, on gagne avec 131 voix d'avance. Il a fait mieux. 143, 276. Ah oui. Ça tellement splendide. Ah ouais. Dans les cœurs historiques de la gauche, c'est nous maintenant. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Exactement. Voilà. C'est nous l'opposition dans cette assemblée. Monsieur Mélenchon, qu'est-ce que vous ressentez sur les marges de l'Assemblée ?
les ondes telluriques des mannes de ceux qui, avant nous, ont tenu la tranchée ici. Le grand Jaurès et les autres. Et on en a le cœur gros comme ça, tous autant qu'on est là. Monsieur le Premier ministre, depuis votre arrivée, le SMIC n'a pas été revalorisé. Le gel du point d'indice des fonctionnaires a été maintenu. J'ai fait des courses ce matin, monsieur le Premier ministre, elles sont là. Et voilà ce que vous supprimez tous les mois par les plus démunis. Le président Mélenchon vous le montre. Elles sont à votre disposition et aussi à la disposition de la députée au petit. Quant aux commissions pour 5 €, elles sont à votre disposition. Madame la ministre a dit non, ce texte n'inverse pas la hiérarchie des normes. Vous l'avez tous entendu. C'est donc qu'elle considère que si l'on inversait la hiérarchie des normes, ce ne serait pas bien. Je voudrais vous faire remarquer que l'objet de cet article, pour vous, est de permettre que la décision se prenne au plus près du terrain, etc., dans une entreprise, et que cet accord s'impose en toute hypothèse parce qu'il serait meilleur pour tout le monde. Mais je voudrais vous dire une chose, c'est déjà le cas. On peut déjà signer un accord dans une entreprise, différent du texte de la loi. On peut déjà signer un accord dans une branche, différent de la loi, à la condition qu'il soit meilleur pour les salariés que ce que prévoit la loi. Et ceci s'appelle le principe de faveur. Si vous changez cette règle, c'est pour permettre qu'il se décide dans l'entreprise ou dans la branche quelque chose qui serait moins favorable pour les salariés que ceux qui se trouvent dans la loi. Et voilà en quoi la hiérarchie des normes est renversée. C'est que le principe de faveur devient un principe de défaveur. Et vous avez réglé ce point, notamment en permettant qu'une entreprise puisse, si elle le veut, quel que soit l'accord de branche, y déroger pour sa part. Que vaut un accord de branche qui ne s'applique pas à toutes les entreprises? Il ne vaut que pour celles auxquelles il s'applique. C'est donc bien ce que nous disons. L'intersyndicale départementale porte sans ambiguïté et de façon non exhaustive l'abrogation de la loi travail, le retrait immédiat des projets d'ordonnance loi travail XXL et un code du travail du XXIe siècle, protecteur pour les salariés. Chers amis, chers camarades, tout un programme syndical. Merci. L'un des problèmes majeurs, c'est le pouvoir corrupteur de l'argent, qui permet d'acheter de l'influence, par exemple, à travers les médias. Comment voulez-vous garantir une véritable liberté de la presse quand 80% de l'information est détenue par une dizaine de milliardaires? Si vous versez 10 000 €, vous faites 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez le droit jusqu'à 10 000 € de verser 10 000 €, par exemple, au théâtre d'Antibes. Eh bien, vous allez pouvoir prendre 60%, c'est-à-dire 6 000 €, et les imputer directement sur l'impôt sur les sociétés que vous devez. Cette emprise de plus en plus importante du mécénat, qui vise à privatiser l'action culturelle, a pour effet pervers de banaliser l'œuvre d'art et parfois son auteur. C'est ainsi qu'on peut associer Picasso à une voiture et Vermeer à un yaourt. Utiliser l'art comme instrument de formatage des foules permet de favoriser la consommation au détriment de la réflexion. Un peuple cultivé est un peuple libre. Céline, lanceuse d'alerte dans le médico-social. Effectivement, on se bat avec Marie-Laure depuis 2013. Aujourd'hui, je suis mise en examen et convoquée devant le tribunal de Toulouse lundi qui arrive. Donc on a un rassemblement à partir de 13 h, je vous y invite tous. Et notre message pour ce rassemblement, et au-delà, il est de dire que voilà, aujourd'hui, il faut une citoyenneté pleine et entière pour les personnes en situation de handicap et un véritable statut des lanceurs d'alerte parce que la loi Sapin 2 aujourd'hui, clairement, elle ne protège rien. Il y a des textes qui sont censés nous protéger mais qui ne sont pas appliqués. Et la France insoumise, voilà un véritable programme sur les deux volets, et le handicap et le statut des lanceurs d'alerte. L'arrive. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Céline Boussier est une lanceuse d'alerte. Elle était aide médico-psychologique à l'IME de Mousseron, dans le Gers. Elle a dénoncé des mauvais traitements sur des enfants polyhandicapés au sein de 7 établissements. Son employeur l'a attaquée en diffamation. Elle a été relaxée le 21 novembre dernier, après des années de lutte. Naël, Naïma, Kamel, Franck et Eddy, 5 enfants de cette IME ne le sauront jamais. Ils sont morts. Le tribunal de Toulouse indique dans ses attendus l'émergence des lanceurs d'alerte appelle un débat plus important d'ordre public et national.
Je travaillais comme ouvrier agricole. Je remplissais les réservoirs des avions qui pulvérisaient les champs cultivés. Et quels produits vous avez utilisés? On utilisait toutes sortes de poisons agricoles, mais surtout du glyphosate. Je suis dans cet état à cause des pesticides. Mon frère aîné est décédé il y a un peu moins de 2 ans d'un cancer du foie. Je suis convaincu que c'est la même cause que moi. C'est un génocide silencieux dont je ne veux plus être complice. La parole est à Madame Bénédicte Taurine. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et porte sur les révélations qui viennent d'être faites concernant le glyphosate. Monsanto a payé des scientifiques pour porter des études fausses, écrites par ses services, pour défendre son business. D'ores et déjà, des maladies imputées au glyphosate font surface. C'est le cas de Théo, 10 ans, dont la mère affirme avoir été exposée aux pesticides et qui est à sa 52e opération. On le retrouve également dans les tests urinaires réalisés par les faucheurs en Ariège. Donc qu'attendez-vous de plus, Monsieur le Premier ministre, pour intervenir? Le glyphosate des Monsanto Bayer est un poison. Des alternatives viables pour les agriculteurs et pour les consommateurs existent déjà. Il s'agit à présent de les mettre en place. Il est de la responsabilité de votre gouvernement d'agir clairement pour l'interdiction du glyphosate en France. C'est un moment incroyable, sachant que, évidemment, si le glyphosate n'aurait pas dû être vendu, notre relax est quasiment d'office. D'accord ? Le premier point, c'était le recours à la Cour européenne. Donc ça, c'est une victoire extraordinaire. Et le tribunal, le procureur a soulevé qu'elle était tout à fait d'accord avec nous et qu'il fallait saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Donc le tribunal va rendre sa décision au mois d'octobre, mais on s'oriente vraisemblablement vers une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne pour remettre en cause les textes d'autorisation de mise sur le marché des pesticides. Ne soumettons pas la santé des Françaises et des Français à la Commission européenne et au lobby de l'agroalimentaire. L'eau est un besoin vital. Avec l'air, elle est la seule ressource naturelle dont l'homme ne peut se passer. C'est la Révolution française de 1789 qui avait confié aux communes la responsabilité de l'approvisionnement en eau de la population. Les communes créeront alors les fontaines publiques, contrôleront les porteurs d'eau dans les villes et mirent en place les premiers réseaux de distribution. Jusqu'en 2015, donc, les compétences en matière d'eau étaient portées par les communes. Contrairement à la gestion des déchets ou du transport, la loi NOTRe a imposé un chamboulement qui va à l'encontre de la diversité des réalités du terrain et a mis en place une concurrence effrénée entre les territoires. Plus encore, le transfert obligatoire de cette compétence a posé des difficultés qualitatives et quantitatives. Et nous sommes favorables à ce que soit rendue possible la gestion des communes, qui est un gage d'efficacité et de qualité. On constate de grandes inégalités tarifaires et surtout des personnes dans notre pays qui n'ont pas accès au minimum vital. Nous souhaitons ainsi défendre la gratuité des 15 premiers mètres cubes d'eau nécessaires à l'assouvissement des besoins vitaux selon l'OMS. Nous souhaitons qu'une tarification différenciée soit mise en place en fonction des différents usages, vital, domestique, administratif, agricole, industriel et commercial. Voilà, 100 € les meilleurs, 80 s'ils sont un peu moins beaux et 60 et jusqu'à 30 €. C'est un peu déprimant quoi. Vendre à vos 30 € quand rien que l'insémination pour qu'il soit là, elle nous a coûté 50 ou 60 €. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Ah si, le veau est là, là. Non, ça c'est pour les pattes ça. Là t'as Antoine, ici t'as les pattes. Aussi modeste soit-elle, une ferme est une entreprise dont Louis aimerait tirer un revenu. Mais avec le cours du lait vendu à sa coopérative, il perd de l'argent à chaque traite. À 27 centimes le litre, on travaille à perte, je travaille gratuitement. Là aujourd'hui, il y a de l'électricité qui tourne. Pour faire tourner ces machines-là, c'est des frais qui sont importants. Une bonne partie des agriculteurs ont des revenus inférieurs au SMIC et des retraites indignes. Au niveau national,
Le revenu moyen avant impôt par actif est de 19 500 € par an. Mais 30% des exploitations sont en dessous de 10 000 € par an. Ils sont soumis à un stress important, notamment à cause des montants d'investissement et des emprunts qu'ils ont la plupart du temps été obligés de contracter pour être compétitifs et qui finalement les étranglent. Je ne peux pas passer sous silence la problématique de la prédation, qui soumet les éleveurs et les bergers à un stress intense, qui impacte plus particulièrement l'élevage des ovins dans ma région, mais pas seulement, et qui, pour mon département, s'incarne dans les prédations liées à l'ours, et en renforçant la population sans assurer les moyens de la coexistence, les gouvernements successifs font porter le poids de leurs décisions sur les épaules des seuls éleveurs. Il est urgent d'agir avant qu'un drame ne survienne. C'était fin juillet, ces éleveurs partaient à la recherche de leurs troupeaux, égarés en estive. Au bas d'une falaise, 200 brebis avaient déroché. Toutes les meilleures, bien sûr. Oui, c'est notre troupeau, ouais. Et on est en train de nous tuer, quoi. Donc, tant du côté écologiste que du côté politique, on est en train de nous tuer. On travaille pour l'homme, nous. On ne travaille pas pour les ours. Hein. Sinon, il faut nous le dire. En 2016, je rappellerai simplement que le nombre de suicides chez les agriculteurs a été multiplié par 3. Un agriculteur s'est suicidé tous les 2 jours, soit un taux supérieur de 20% au reste de la population. Donc, notre modèle agricole est à bout de souffle. Comme l'indiquait Pascal Canfin, WWF, sur France Info hier soir, ce modèle est en faillite. Il est en faillite économique, sanitaire et environnementale. Loin de répondre à l'urgence, votre circulaire franchit un pas de plus dans l'indignité. Vous mettez fin au principe d'accueil inconditionnel des personnes sans abri dans les centres d'hébergement d'urgence et vous demandez aux services de l'État d'exercer des contrôles. Avec ou sans papier, ces hommes et ces femmes ont un point commun. Ils sont sans abri, ils vivent dehors, ils sont chassés par les douches anti-SDF. Le mobilier urbain est conçu afin que surtout ils ne puissent pas s'y installer. Et comble du cynisme, ils peuvent être verbalisés pour encombrement d'un trottoir. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, j'aime le sport, entre autres pour sa vertu éducative et le lien social qu'il génère. Sur le principe, nous ne sommes pas opposés aux Jeux olympiques et paralympiques, mais je vais sûrement dénoter dans cette grande osmose qui s'installe, parce que le projet de loi que vous présentez sur l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024 est un projet exclusivement financier. Il n'a aucun lien, ni de près ni de loin, avec le domaine sportif proprement dit. Il est conçu par un comité restreint et coopté au profit d'une oligarchie que ce gouvernement choisit depuis les premiers jours. Le fait démocratique est bafoué depuis le début du processus de candidature de Paris pour l'accueil de ces Jeux. Aujourd'hui, vous nous demandez de voter un nombre important de mesures qui permettent au CIO de s'émanciper du droit français. Ce contrat n'a été approuvé ni par le peuple français, ni par ses représentants élus par lui. L'impression que vous nous donnez aujourd'hui une nouvelle fois, c'est de considérer l'Assemblée nationale comme une chambre d'enregistrement. Vous désirez instaurer des clauses qui font sortir du champ judiciaire des pans entiers du droit commercial. Pour tenir les délais que l'on vous impose, vous voulez simplifier les règles d'aménagement, d'urbanisme et de l'environnement. Vous souhaitez réduire les procédures de concertation et accélérer celles de l'expropriation. Le grand bénéficiaire de votre projet, c'est le capitalisme triomphant. Les Jeux olympiques ont toujours été accompagnés par des conditions de travail déplorables pour celles et ceux qui œuvrent notamment dans la construction des infrastructures dédiées à cet événement. À Londres, les ouvriers étaient entassés dans des baraquements par groupe de 10, avec une douche pour 75 individus. Comme il est dommage que la conception d'un tel événement
ne se soit pas appuyé sur une politique nationale d'aménagement du territoire, de développement de logements sociaux, des services publics, ou bien d'une politique environnementale exigeante sur tout le territoire? Et pourquoi ne pas avoir initié sur tout le territoire national une politique d'accessibilité à la pratique sportive? Voilà quelques exemples qui auraient contribué à faire de ces Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 des Jeux vraiment différents des précédents. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Larive. Faut-il supprimer les allocations familiales pour les plus aisés? Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ne s'y déclare pas opposé. Axel de Tarlé, on peut dire que le débat est ouvert. Voilà, alors François Hollande avait déjà de toute façon énormément réduit les aides pour les plus riches, puisqu'il a baissé 2 fois le quotient familial, et puis il a divisé par 2, même par 4, les allocations familiales, d'où cette idée maintenant d'aller jusqu'au bout. Donc pour les ménages qui gagnent plus de 6 000 euros par mois, on supprime tout, on prend donc les derniers 60 euros qu'il reste. L'avantage est double. 1, on fait des économies, c'est 440 millions d'euros d'économisés chaque année. Et puis 2, politiquement, en s'attaquant aux familles aisées, ça permet d'éteindre un peu la polémique sur le gouvernement des riches avec l'ISF. Et pourtant, le gouvernement hésite, il promet que la mesure ne sera pas inscrite dans le budget 2018. Pourquoi? Alors d'abord, il y a la cible. À 6 000 euros par mois, à 2, certes, on gagne bien sa vie, mais enfin, on n'est pas à l'ISF. Donc, ce sont des familles qui ont subi toutes les hausses d'impôts, mais ne bénéficient pas des baisses, et à qui on vient retirer les derniers 60 euros qu'il restait pour leurs enfants. Il y a d'autres mesures, Michel Larive, notamment dans le plan de financement, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je pense par exemple, on remet sur le tapis la question de l'universalité des allocations familiales. Ça aussi, à terme, ça pourrait être une mesure qui concerne directement les classes moyennes. Est-ce que vous y êtes favorable ou pas du tout? Non, absolument défavorable. Cette chose a été posée pour essayer d'inciter à la natalité. Le projet était là. Alors moi, je veux parler de projet politique. Vous avez un projet politique que vous assumez, tant mieux. Nous sommes pour l'universalité des allocations familiales. Si vous voulez augmenter le pouvoir d'achat, augmenter le SMIC, les minima sociaux, et là, effectivement... Pardon, je vous interromps, Michel Larive. Quand la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dit au fond, un couple qui gagne 8 000 euros par mois, à quoi sert-il de lui donner en allocation familiale 42 euros pour le premier enfant, 60 euros pour le deuxième? Il faut faire des économies. Ça, c'est un argument que vous n'entendez pas. Non, parce que justement, là, il y a un choix politique. Là, on est dans le choix de la direction de la France comme une entreprise, comme des DRH qui dirigent et qui vont chercher des morceaux d'économie. Nous pensons que la France est un peuple et on dirige un peuple. Alors, nous avons, une option politique d'humanisme social. Et là-dedans, personne n'est mis de côté. Et l'universalité, c'est un des principaux mots que nous avons dans notre bouche. Quelle est la logique que nous défendons? C'est finalement l'idée de dire au budget pour les hyper riches, nous opposons le budget pour l'intérêt général. C'est ça le cadre de notre action, avec des objectifs. Le premier, c'est tout simplement de dire que la seule dette que nous pouvons accepter vis-à-vis des générations suivantes n'est pas la règle d'or que nous imposent les libéraux, mais la règle verte, c'est-à-dire celle que nous voulons constitutionnaliser et qui consiste à ne pas consommer et produire plus que la terre ne peut absorber. C'est la seule dette en réalité qui vaille. Deuxième objectif, c'est la relance de l'activité en tenant compte de cette question de la bifurcation écologique pour faire en sorte que le chômage baisse et que l'emploi se crée. La troisième chose, c'est de répondre aux besoins et aux urgences de la société et non pas de faire ce que fait le gouvernement actuellement. Vous remarquerez par exemple que si on parle des universités aujourd'hui, puisque le sujet est d'actualité, le gouvernement ne fait pas une loi en fonction des besoins, c'est-à-dire du nombre d'élèves qui sont prêts à aller en université, mais en fonction de l'austérité qui conduit à ne pas construire plus d'universités. Pour le groupe La France Insoumise, il est impératif de prendre en compte la situation des étudiants boursiers afin d'assurer la réussite des étudiants dans leur ensemble, dans un objectif de démocratisation de l'accès aux études supérieures. Aussi, il faut prendre en compte la part contributive des étudiants les plus défavorisés dans les prestations de restauration et de logement assurées par le Crous. Il faut œuvrer à l'autonomie et à l'émancipation de la jeunesse. Un investissement prioritaire est impératif pour assurer la diversité et la pluralité. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues,
Jean est enseignant en économie dans un lycée public auprès d'élèves de classe de seconde et de terminale. Pourtant, il n'a ni réussi à un concours de l'enseignement, ni eu une formation pédagogique, ni acquis d'expérience professionnelle dans ce domaine. C'est un contractuel de la fonction publique, précaire, puisqu'embauché à durée déterminée. Pour décrocher son poste, il s'est inscrit sur le site d'une académie et quelques jours plus tard, il est appelé par un chef d'établissement qui lui propose d'enseigner pour la première fois. La pénurie d'enseignants formés amène des situations de plus en plus inacceptables dans le recrutement au sein de l'éducation nationale. Ce recours aux enseignants sous contrat n'est favorable pour personne. La conséquence, c'est la précarisation et la pénibilité du métier d'enseignant. Jocelyne François, représentante du SNES-FSU, fait état de leur désarroi. Je la cite, « Certains contractuels, comme les mères célibataires notamment, basculent dans la précarité lorsqu'un temps partiel leur est imposé. Beaucoup ont recours à des jobs alimentaires pour joindre les deux bouts. » Monsieur le ministre, la politique de recrutement de l'éducation nationale est donc un échec. Là comme ailleurs, en corrélation avec l'augmentation de la population, le nombre d'enseignants fraîchement diplômés devrait augmenter et être suffisant pour être mis à la disposition de l'institution. De moins en moins de jeunes gens veulent faire ce métier et les précariser sous contrat n'est pas la solution. Ma question est donc la suivante, elle est peut-être redondante, mais elle est importante. Quelles sont vos intentions pour remédier à cette pénurie de vocations au sein de l'éducation nationale et au dysfonctionnement qu'elle entraîne sur le recrutement des enseignements? Si on veut réformer l'Assemblée et nos institutions, nous l'avons dit, il faut une constituante pour une nouvelle République. Et c'est à cette échelle de rupture uniquement que nous pourrions répondre à la défiance actuelle de la majorité de nos concitoyens vis-à-vis des institutions. Il faut le mettre à cette échelle. Bon, ce n'est pas le choix de cette majorité qui décide donc de faire discuter des parlementaires entre eux sur la situation des parlementaires. Vous voyez bien qu'il y a quand même un petit problème. Il s'agirait de pouvoir associer l'ensemble de nos concitoyens à ces réformes. Et aujourd'hui, on le fait dans le secret d'ateliers, etc. Bon. Et ensuite, dans ces ateliers, nous avons quand même décidé de jouer le jeu, et je veux saluer le travail notamment de Michel Larive qui est derrière moi et qui a fait un travail tout à fait remarquable dans son atelier qui concerne justement les moyens pour les collaborateurs et qui a permis un petit peu de tirer les choses vers le haut. Donc on est de bonne composition, on a décidé de jouer le jeu tout en affirmant d'emblée les limites. Il n'existe aucune autre manière de faire face aux grands défis du changement climatique et à nos tâches en tant qu'êtres humains, d'en finir avec un mode de production, d'échange et de consommation aberrant que de nous serrer les coudes. L'humanité tout entière est placée devant ce défi. Alors, est-ce que c'est chacun pour soi ou est-ce que c'est tous ensemble? Voici le peuple qui vous répond. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Oui, tous ensemble. Tous ensemble.